كانت واضحة مثل ما أنا دعمت هيدا بدي أدعم. فتحنا أبواب اللهيب، أبواب جهنم على البلد. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce dimanche 1er septembre. Le pape François décrète une journée de jeûne et de prière dans le monde entier samedi prochain pour la paix en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. La Ligue arabe se réunit ce soir au Caire pour discuter d'une résolution condamnant le régime de Damas et soutenant une intervention étrangère, mais l'organisation est divisée sur le sujet. L'opposition syrienne déçue par la décision d'Obama de solliciter un vote du Congrès avant des frappes contre l'armée syrienne. Selon Damas, le président américain est hésitant et confus. Et à suivre dans ce journal, Nelson Mandela rentre chez lui. L'ancien président sud-africain a quitté l'hôpital après un long séjour pour une infection pulmonaire. Selon Pretoria, son état de santé demeure critique et parfois instable. Dans un appel très solennel lancé ce dimanche devant des dizaines de milliers de personnes sur la place Saint-Pierre à Rome, le pape François a décrété une journée de jeûne et de prière dans le monde entier samedi prochain pour la paix en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. Le souverain pontife a fermement condamné l'usage des armes chimiques et affirmé que les terribles images en provenance de Syrie demeurent gravées dans son esprit et son cœur. Le pape s'est élevé à nouveau contre toute intervention armée et je cite « Ce n'est pas l'usage de la violence qui porte la paix, la guerre appelle la guerre, la violence appelle la violence ». Je vous le disais en titre, les ministres des Affaires étrangères des États membres de la Ligue arabe se réunissent ce dimanche soir au Caire. Cette réunion, prévue initialement mardi prochain, a été avancée à la demande de certains États qui veulent discuter d'une résolution pour condamner le régime de Damas et soutenir une intervention étrangère dans le pays. Mais l'organisation demeure divisée sur le sujet. L'opposition syrienne est déçue par la décision du président américain Barack Obama de solliciter un vote du Congrès avant des frappes contre l'armée syrienne. Toutefois, l'opposition pense que le Congrès va approuver de telles frappes. La coalition syrienne estime que toute action militaire éventuelle devra être menée en parallèle avec un effort d'armement de l'armée syrienne libre. Ce sera vital pour contenir Assad et mettre fin aux tueries, déclare le CNS dans un communiqué. Barack Obama est hésitant et confus. Des propos signés Faisal Mokdad, le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, réagissait à la décision du président américain de demander l'autorisation du Congrès en vue d'une frappe en Syrie. Selon Mokdad, personne ne peut justifier une agression injustifiable. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères a par ailleurs accusé le gouvernement français d'être irresponsable et de soutenir des organisations comme Al-Qaïda et d'avoir trompé le peuple français. Mais David Cameron dit comprendre et soutenir la décision du président américain Barack Obama de solliciter le feu vert du Congrès pour une action militaire en Syrie. Le Parlement britannique, je vous le rappelle, s'est opposé vendredi à toute participation de Londres à des frappes contre le régime syrien. Humiliation, catastrophe, les journaux n'ont pas de terme assez sévère depuis 2 jours pour qualifier la pire déroute connue par David Cameron en 3 années au pouvoir. L'analyse des échantillons prélevés en Syrie par les enquêteurs de l'ONU sur les armes chimiques pourrait prendre jusqu'à 3 semaines. C'est ce qu'a assuré l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à La Haye, où sont arrivés hier les inspecteurs. Les preuves rassemblées par l'équipe vont être analysées en laboratoire. Et Paris va déclassifier prochainement des documents secret défense sur l'arsenal d'armes chimiques détenus par le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Une récente note des services de renseignement français dont le contenu est dévoilé aujourd'hui par le journal du dimanche fait état notamment de plusieurs centaines de tonnes de gaz sarin et d'hypérite, soit un stock total dépassant les 1000 tonnes d'agents chimiques. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 110 371 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du soulèvement en mars 2011. Ce bilan comprend 40 146 civils, 21 850 combattants rebelles et 45 478 membres des forces pro-gouvernementales, dont les milices loyales au régime, selon cette ONG qui se base sur un large réseau de militants et de sources médicales, civiles et militaires à travers le pays.
Selon le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, la France ne pourrait agir sans les États-Unis en Syrie. Il s'exprimait ce matin sur les ondes de nos confrères d'Europe 1. Non, la France ne peut pas y aller seule, mais vous le savez. C'est un crime contre l'humanité, mais on ne peut pas y aller seul. Mais avec quels moyens supplémentaires? Non, il faut une coalition. Le président Obama a décidé de consulter le Congrès des États-Unis. Ne partez pas sur le principe qu'il n'y aura pas d'intervention. Il faut aujourd'hui attendre la fin de cette nouvelle étape. Et que pensent les Français de la volte-face de Barack Obama qui a décidé de consulter le Congrès avant d'intervenir en Syrie? À présent, donc, ce micro-trottoir. Ça aurait été préférable que ce soit l'ONU qui se mette d'accord pour trouver une solution peut-être plus simple et que là ce soit seulement les États-Unis qui décident un peu tout seuls, encore comme avec l'Irak, qui vont attaquer, qui vont décider comment faire, quand. Il y a un sentiment de peur et un sentiment d'inquiétude par rapport au fait que ça pourrait vraiment déclarer une guerre plus importante que ce qu'on croit. Et que tout d'un coup les États-Unis se replacent comme ça, comme étant seuls et pouvant prendre une décision aussi importante seuls, moi ça m'inquiète. Il essaye de se protéger, il a bien raison par rapport à ce qui s'est passé en Irak. Après, moi j'espère qu'ils vont agir, j'espère aussi que Hollande va agir. En tout cas j'espère vraiment que le Congrès va donner son accord du coup, et puis j'espère qu'Hollande va suivre. Direction la vallée de la Bekaa au Liban, une vallée qui accueille un flot continu de réfugiés syriens et qui leur sert de refuge depuis le début de la crise en Syrie. C'est le cas de Aya, 8 ans. Chaque jour, sa grande sœur Essaf lui donne des leçons de lecture et d'écriture dans leur tente de fortune. Aya s'entraîne à écrire son nom. Elle a 8 ans et adore apprendre. Aya est aussi une réfugiée syrienne. Il y a maintenant 1 million d'enfants réfugiés syriens à travers la région. Aya est l'une d'entre eux. Elle a connu la guerre et la fuite. Cette tente de fortune, dans la vallée de la Bekaa au Liban, sert désormais de maison à Aya et à ses 6 frères et sœurs. En Syrie, son père était très fier d'être en mesure d'éduquer tous ses enfants, ses filles comme ses fils. Mais cela fait maintenant 2 ans qu'Aya n'a pas été à l'école et il y a peu de chances qu'elle y retourne aussitôt. وهلا من الامور يعني وترجع رجوع يراجعون كتبهم كلها. Aya s'occupe de tâches ménagères et prend soin de sa sœur handicapée. Une génération entière d'enfants syriens comme Aya a été touchée par ce conflit. Leur vie et leur avenir sont en attente, alors que la violence se poursuit sans relâche. Certains enfants doivent travailler, d'autres sont mariés jeunes. Aucun n'oubliera jamais ce qu'il a vécu. Aya ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, et elle ne sait pas si elle pourra retourner en Syrie. Mais elle trouve des raisons de sourire, en s'accrochant à ceux qui lui sont chers et en rêvant à la fin de la guerre. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. En Irak, les violences ont fait plus de 800 morts et 2000 blessés en août.
Retour sur le plateau de l'info, les violences en Irak ont fait plus de 800 morts et 2000 blessés en août, c'est ce qu'a annoncé ce dimanche l'ONU. Un bilan qui fait craindre un retour au pire jour de la lutte confessionnelle en 2006 et 2007. Les chiffres confirment la dégradation de la situation sécuritaire dans ce pays, notamment à Bagdad, qui a connu les pires violences. Experts et diplomates ont appelé le gouvernement irakien, contrôlé par les chiites, à accepter des réformes pour calmer la colère des sunnites au pouvoir. Sous Saddam Hussein, qui accuse Bagdad de monopoliser tous les pouvoirs et de procéder à des arrestations arbitraires. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, Nelson Mandela a quitté l'hôpital après un long séjour pour une infection pulmonaire. L'ancien président sud-africain âgé de 95 ans a regagné ce dimanche son domicile de Johannesburg. La présidence sud-africaine a déclaré dans un communiqué que l'état de santé de Nelson Mandela était critique, parfois instable. Il sera désormais pris en charge à son domicile. Et ces images tournées en Tunisie où l'opposition a rassemblé des milliers de personnes. Une chaîne humaine a été créée pour réclamer le départ du régime islamiste d'Ennahda. Le pays a plongé dans une profonde crise après l'assassinat en juillet dernier du député Mohamed Brahimi. Ansar Sharia, accusé d'avoir orchestré ce meurtre, vient d'être classé parmi les organisations terroristes par les autorités. La tempête tropicale Kongray, la deuxième, a dévasté Taïwan en moins de 2 semaines. 3 personnes sont décédées dans des situations diverses depuis jeudi, alors que les pluies torrentielles ont provoqué d'importantes inondations sur l'île. 3600 personnes ont été évacuées. De nombreuses perturbations ont été signalées dans les transports ferroviaires et aériens. Des centaines de milliers de Somaliens se sont déplacés à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, ou réfugiés au Kenya et en Éthiopie pour chercher de l'aide. Affaiblis et mal nourris, beaucoup vivent dans des sites insalubres et surpeuplés, presque sans accès à l'eau potable. C'est devenu habituel à Mogadiscio. Des hommes en armes partout, y compris pour protéger les équipes MSF. La capitale somalienne, plantée au bord de la mer, ressemble à un champ de ruines. La situation s'améliore, certes, mais très lentement, et la violence reste le lot quotidien des habitants. Le mois d'avril, les militants Shebab ont été repoussés de la ville, et donc à ce titre, il n'y a pas de conflit, mais il y a aussi moins d'assassinats, d'engins explosifs ou d'attentats qui sont perpétrés. Malgré tout, c'est pas parce qu'ils ont diminué qu'il n'y en a pas du tout. Donc la situation reste toujours sensible et l'un des principaux risques sur Mogadiscio, c'est vraiment d'être au mauvais endroit au mauvais moment et d'être victime d'un attentat qui ciblerait l'AMISOM ou le gouvernement en place. L'hôpital MSF de Denilé a dû fermer ses portes pendant 6 mois, jusqu'en septembre 2012, car il se trouvait dans une zone de combat. Salam alaikum. Depuis la reprise, 500 interventions chirurgicales ont eu lieu ici. Donc cet enfant a été amené de Merka après une explosion. Donc quand il était venu, il était inconscient. Il a eu une fracture au niveau du bras, une plaie au niveau de la jambe. Une grave crise nutritionnelle a frappé la Corne de l'Afrique en 2011. Depuis, la situation s'est améliorée, mais l'équilibre sanitaire reste fragile. Des épidémies de rougeole et de choléra peuvent s'ajouter au tableau. Au cours de l'année 2012, on a travaillé sur 5 sites dans la ville de Mogadiscio. Devant l'arrivée de nouveaux acteurs qui faisaient des soins externes, des soins primaires, et aussi par notre volonté de réduire notre exposition dans cet environnement-là qui représente quelques risques, on s'est focalisé sur l'hôpital de Jazeera. Donc l'hôpital qui compte une 40aine de lits, l'activité qui a monté en flèche à la fin de l'année, c'est la maternité. Au début de l'année 2013, on fait environ 6-7 accouchements par jour à Jazeera. 2 millions de Somaliens ont quitté leur foyer à cause des combats. Plusieurs centaines de milliers de déplacés vivent aujourd'hui à Mogadiscio, comme dans le camp de Jazeera. Ailleurs dans le pays, de vastes zones restent inaccessibles aux acteurs humanitaires. 2 volontaires de MSF, Blanca Thiebo et Montserrat Serra, sont toujours détenus en Somalie, plus de 20 mois après leur enlèvement dans le camp de réfugiés de Dadaab, au Kenya. MSF appelle à leur libération immédiate et sans condition. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de ce dimanche 1er septembre. Le
pape François décrète une journée de jeûne et de prière dans le monde entier ce samedi prochain pour la paix en Syrie et dans le Moyen-Orient. La Ligue arabe se réunit ce soir au Caire pour discuter d'une résolution condamnant le régime de Damas et soutenant une intervention étrangère, mais l'organisation est divisée sur le sujet. L'opposition syrienne déçue par la décision d'Obama de solliciter un vote du Congrès avant des frappes contre l'armée syrienne. Selon Damas, le président américain est hésitant et confus. Et Nelson Mandela rentre chez lui. L'ancien président sud-africain a quitté l'hôpital après un long séjour pour une infection pulmonaire. Selon Pretoria, son état de santé demeure critique et parfois instable. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous. كلكم كإخوانها مثل ما أنا دعمت هيدا بدي أدعم. فتحنا أبواب اللهيب، أبواب جهنم على البلد.